On fait un parcours rapide, une traversée rapide des décennies passées pour comprendre comment la Tunisie euh, joue à intégrer trois fonctions migratoires, c'est-à-dire pays de départ, euh, après pays de transit et pays de destination. Et quand on dit après, ça ne veut pas dire effacer ou que les fonctions premières de pays de départ ou pays de transit ont disparu. Au contraire, il y a une conjonction de situations et de contextes qui font que le pays devient ou est toujours aujourd'hui est un pays qui intègre les trois fonctions. Donc très rapidement pour dire que l'histoire de la migration en Tunisie est beaucoup liée au contexte colonial puisque après l'indépendance, les années 60-70, des centaines de milliers de Tunisiens sont allés en France, au point que vers les années 70, on avait à peu près 200 000 Tunisiens donc, qui ont migré dans le cadre des accords bilatéraux et des conventions entre, d'un côté, la Tunisie et les principaux pays d'immigration en Europe, que sont la France, l'Allemagne, les trois pays du Benelux. Et que petit à petit, je veux dire, cette dimension historique a contribué à faire de l'Europe la première destination des migrants tunisiens pour arriver à la situation d'aujourd'hui où nous avons, à l'été 2024, environ 1,8 million de Tunisiens qui sont à l'étranger, dont 80% sont en Europe et 54% sont en France même. Donc c'est pour dire ce destin migratoire qui lie d'un côté la Tunisie et de l'autre notre voisinage nord qui est l'Union européenne ou l'Europe en général. Dans ce parcours historique, je veux dire, de la fonction migratoire de la Tunisie et de l'évolution de la migration, nous savons que ça a commencé par une migration d'hommes seuls, donc de travailleurs, qui s'est transformée à partir des années 70, la première fois où les frontières ont été, la migration a été, on a annoncé l'arrêt de la migration en 74 après la crise pétrolière. On a eu une évolution de la migration de travail uniquement vers petit à petit une migration aussi bien familiale, où les familles ont commencé à rejoindre je veux dire, les parents ou les migrants qui sont ici, et aussi petit à petit aussi une transformation de la migration dans les pays européens et surtout en France vers une migration de services, une migration de commerçante, ce qui a permis un peu à la diaspora tunisienne de se former et de se transformer et de se restructurer puisque nous avons de plus en plus de femmes, de familles, de plus en plus de binationaux, de plus en plus les nouvelles générations se sont renouvelées, donc on est passé de la première à la deuxième, à la troisième, et même aujourd'hui peut-être on est à la quatrième génération. Donc ces nouvelles générations, bien sûr, elles sont très liées au pays d'origine, mais aussi beaucoup leur destin est essentiellement en Europe. Et ceci nous amène à aussi évoquer l'impact de la mise en place du système Schengen et du visa Schengen qui a totalement bloqué qui a bloqué l'immigration en quelque sorte de porte ouverte pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses en Europe. Et petit à petit, il y a eu une émergence de la migration irrégulière. On utilise peut-être le terme juridique qui est la migration irrégulière, c'est-à-dire l'accès à l'Europe de manière en dehors des, je veux dire, des règles arrêtées par les pays aussi bien de destination que de départ. Donc cette migration irrégulière, petit à petit, elle a beaucoup émergé et puis elle s'est développée. Et comme je l'ai dit, elle est totalement liée et indiscutablement liée à la mise en place de la fermeture de l'Europe, liée à la fermeture des portes de l'Europe et à la mise en place du système Schengen, ce qui a amené les migrants, dans un premier temps, à contourner
le premier noyau de migrants, le premier noyau de pays de destination, que sont la France, l'Allemagne et le Benelux, les a amenés à continuer à aller dans des pays qui étaient encore ouverts. La porte d'immigration était ouverte, l'Espagne pour le Maroc par exemple, mais pour la Tunisie surtout l'Italie. Et petit à petit, à partir des années 90, on a vu se développer l'immigration irrégulière par la traversée de la mer vers les côtes italiennes, mais aussi vers les autres pays de manière, je veux dire, avec des visas qui sont légaux au début, mais avec des séjours qui dépassent la période touristique. Donc petit à petit, la migration irrégulière est devenue une composante permanente des flux migratoires entre les pays de départ classiques comme la Tunisie et les pays de destination comme la France et les pays membres de l'Union européenne. Et il faut rappeler que, je veux dire, cette migration irrégulière a touché en premier lieu, c'est-à-dire les ressortissants des pays maghrébins, et que les ressortissants des pays subsahariens qui traversaient vers l'Europe n'ont fait que rejoindre je veux dire, cette vague de migration irrégulière et n'ont fait que rejoindre les ressortissants maghrébins qui partaient de manière irrégulière vers l'Europe à cause de la fermeture des portes de l'Europe. Dans les années 90, il y a eu des transformations, des crises dans l'Afrique subsaharienne, dans les pays d'Afrique subsaharienne, dont les migrants travaillaient ou allaient en Libye. Et avec l'embargo sur la Libye, il y a eu une crise avec les migrants qui a amené pas mal de migrants petit à petit à rejoindre la Tunisie pour traverser vers Lampedusa, vers les côtes italiennes. Parce que à l'époque, le régime de Kadhafi, à un certain moment, il a joué de la migration et du contrôle migratoire comme une arme de politique extérieure avec l'Italie, avec l'Union européenne. Et puis, après, donc, il a, avec la levée de l'embargo, il a obtenu la levée de l'embargo et en contrepartie, il a contrôlé la migration irrégulière à partir des côtes libyennes, ce qui fait que les migrants qui partaient de Libye sont venus en Tunisie et c'est comme ça que la Tunisie est devenue un pays de transit. Mais ce pays de transit, petit à petit, où cette situation, où cette fonction de transit s'est heurtée au durcissement des conditions d'arrivée vers l'Europe et surtout, petit à petit, au contrôle exercé par les pays de départ que sont la Tunisie et la Libye dans ce cas-là, qui les a amenés à contrôler et à faire revenir des migrants qui partaient de manière irrégulière. Et petit à petit, les migrants subsahariens qui arrivaient en Tunisie, qui arrivaient en Libye, ont été prisonniers de cette situation puisqu'ils ne pouvaient plus traverser vers l'Europe. Et c'est ce qui a fait que les pays d'Afrique du Nord sont progressivement devenus aussi des pays d'immigration. Parce que clairement, que ce soit depuis les années 90, durant les dernières années 2020, du nouveau siècle, et même aujourd'hui en 2024, en gros 80-90% des migrants qui arrivent en Afrique du Nord ont l'intention et travaillent et font tout pour pouvoir traverser. Mais à partir du moment où ils ne peuvent plus traverser, ils sont obligés de rester dans le pays. C'est ce qui a fait que ces pays d'Afrique du Nord, la Tunisie dans ce cas-là, se sont transformés en pays, je veux dire, d'installation et d'immigration par défaut en quelque sorte, malgré la volonté des autorités et aussi malgré les migrants eux-mêmes qui voulaient partir. Bien sûr, cette migration irrégulière a amené les voisins, les partenaires de la Tunisie au nord de la Méditerranée, donc le voisinage nord, c'est-à-dire les pays européens, à travailler avec la Tunisie, à faire pression, à déployer beaucoup d'efforts et de moyens pour, en quelque sorte, faire en sorte que la politique de gestion des flux
d'un pays comme la Tunisie, qui est en même temps, comme j'ai dit, pays de départ, pays de transit et pays d'immigration, à ce qu'il contrôle de plus en plus ses frontières et à ne plus, je veux dire, laisser partir des migrants aussi bien tunisiens que subsahariens de manière irrégulière. Et c'est ce qui explique que, je veux dire, cette situation est en quelque sorte à mettre en relation avec les causes profondes de la migration. Comme je l'ai dit en partie au début de cet entretien, la première cause, elle est indiscutable, c'est, comme j'ai dit, la fermeture des portes de l'immigration et le durcissement des conditions et la mise en place du système Schengen qui a fait que, je veux dire, de plus en plus de Tunisiens et puis d'étrangers qui sont en Tunisie, qui sont en transit en Tunisie, cherchent à rejoindre l'Europe. Ces facteurs sont multiples, bien sûr, essentiellement des push factors, comme on dit, des facteurs qui incitent les migrants à partir. Si on prend le cas tunisien, il est sûr que, disons, l'inadéquation entre le marché du travail et la formation des élites, la formation des diplômés ne permet pas à une bonne partie, je veux dire, des jeunes ou des moins jeunes, qu'ils soient diplômés ou non, qu'ils soient, je veux dire, des victimes de l'abandon scolaire, des jeunes qui n'ont pas de formation, parfois aussi des jeunes qui ont des diplômes ou des brevets professionnels, mais qui ne trouvent pas de place sur le marché du travail, et donc ils cherchent à partir et à rejoindre, ils sont en quelque sorte pris en charge par les réseaux de migration illégale, et ils partent vers les pays de migration. Donc, on peut dire que déjà, si on regarde rien que les 12-13 dernières années, c'est-à-dire pratiquement depuis ce qu'on appelle la révolution tunisienne de 2011, il y a à peu près pas loin de 200 000 Tunisiens qui ont quitté la Tunisie de manière irrégulière. Que ce soit en traversant avec des traversées illégales de la Méditerranée, avec leurs drames, avec des naufrages, des morts, des corps qui sont rejetés par la mer sur les côtes tunisiennes ou même italiennes surtout, ou bien des gens aussi qui partent avec des visas ou avec des contrats, mais après se retrouvent dans des situations irrégulières. L'essentiel, c'est que au moins nous avons peut-être entre 180 000 et 200 000 Tunisiens qui sont partis de manière irrégulière. Mais il ne faut pas oublier aussi, je rappelle aussi que depuis cette date, depuis la Révolution, il y a à peu près 100 000, peut-être maintenant moins, parce que ça c'est les chiffres entre, il me semble, 2011 et 2020 ou 2021. Et donc nous sommes en 2024. Et rien que entre 2011 et 2020 ou 2021, il me semble, il y a à peu près 100 000 diplômés du supérieur ou des Tunisiens qui ont des brevets ou des diplômes ou des certificats professionnels ont quitté la Tunisie de manière régulière, c'est-à-dire ont été absorbés par les marchés du travail en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, parce qu'il y a ce besoin de main-d'œuvre sur lequel on revient tout à l'heure, et qui est un déni. Je veux dire, il y a des dénis au niveau des politiques migratoires des pays de départ, mais aussi il y a un déni de la part des pays européens pour avouer qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre étrangère et qu'ils ont besoin de migrants, donc ils ne le disent pas pour des raisons sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Donc toujours est-il, je veux dire, que principalement, il y a un facteur, je veux dire, structurel qui est l'incapacité des économies et des marchés de travail tunisiens à absorber une main-d'œuvre, donc il y a un surplus de main-d'œuvre
formés, diplômés ou pas. L'essentiel, c'est qu'il y a une main-d'œuvre qui cherche un peu à s'intégrer sur le marché du travail, et que ce marché du travail, d'abord, il n'arrive pas à les absorber, et même quand il absorbe une partie de cette main-d'œuvre, c'est souvent dans des conditions de travail indécentes. Ça, c'est le problème fondamental des pays tiers en général, c'est l'absence d'un statut du travail décent, ce qui fait que les jeunes, les diplômés, les informaticiens, les ingénieurs, je veux dire, même les chômeurs, quand ils trouvent des emplois, ce sont des emplois qui sans contrat, sans protection sociale, mal payés, ce qui fait d'ailleurs que on a un grand nombre de jeunes qui travaillent sur le marché informel et ne sont pas prêts à intégrer le marché formel parce que, à cause de cette absence, je veux dire, d'une politique bien que les efforts sont énormes, hein, de la part du gouvernement, de la part des organisations internationales comme l'OIT, hein, mais en gros, on peut dire que un des facteurs structurels de cette migration illégale, régulière ou irrégulière, toutes les deux, sont liées à l'absence de garantie, à l'absence aux conditions du travail décent dans ces pays-là. Et tant que nous n'avons pas mis en place des politiques opérationnelles et appliquées de protection, en fait, et de promotion du travail décent, je crois que la situation restera la même. Donc ça, c'est un deuxième facteur important, l'absence de travail décent. Donc ce qui fait que dans la migration illégale, on trouve parfois beaucoup de jeunes, des ingénieurs, même illégales et même légales, qui avaient une situation professionnelle en Tunisie, mais ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, comme on dit, et à avoir des revenus qui permettent d'affronter l'inflation et la dégradation du pouvoir d'achat. Ceci nous amènera à parler de la multicrise que connaît la Tunisie pratiquement depuis 2011, depuis l'instabilité politique, l'instabilité économique. Ces dernières années, 2020-2021, il y a eu le Covid, qui a dégradé, enfin qui a contribué à aggraver la situation. Et en fait, une bonne partie des jeunes Tunisiens, qu'ils partent de manière régulière ou irrégulière, sont déçus en fait par le rêve ou par les aspirations qu'ils avaient au début de la révolution. Donc ils partent parce que en fait l'économie du pays, les finances publiques ne sont plus capables de générer des emplois et surtout d'assurer un service public qui permet, je veux dire, de répondre aux besoins de la population. Une population qui, je veux dire, qui n'a pas les moyens, par exemple, d'accéder, je veux dire, à la propriété, enfin, à l'acquisition d'une voiture, du logement, accéder aux cliniques ou à la médecine privée. Donc, cette situation de crise multiple ou multidimensionnelle que nous avons en Tunisie a contribué, je veux dire, durant les dernières années, à ce que les Tunisiens cherchent à partir de manière aussi bien régulière qu'irrégulière. Donc ce manque de confiance, et tout le monde le dit, hein, je veux dire, même au niveau des autorités, quand ils parlent, ils disent que nous voulons faire en sorte que les jeunes aient confiance dans leur pays, aient confiance dans l'avenir. Alors que quand on discute avec aussi bien les familles qui envoient leurs enfants de manière régulière pour étudier ou pour avoir des contrats, que ce soit les familles qui envoient leurs enfants et qui financent les traversées ou la migration irrégulière, toutes ces familles disent que nous ne voulons pas que nos enfants vivent les mêmes difficultés économiques que nous vivons en ce moment, que nous n'avons pas connues avant, mais que nous connaissons pratiquement depuis essentiellement 10-12 ans, depuis la Révolution. Donc il y a un désenchantement, ça c'est clair, je veux dire, tout le monde le dit et personne ne peut le cacher, aussi bien dans le discours officiel que dans les analyses des académiques, des organisations internationales, des rapports de la Banque mondiale, des organisations financières internationales, tous ils disent que cette crise multiple contribue
un manque de confiance, un manque de perspective pour les populations en Tunisie, ce qui explique que, enfin, on dit que 40-50% quand on fait des entretiens avec des Tunisiens, tous, 40% à peu près, ont un projet, ou s'ils peuvent, un projet pour leurs enfants pour partir, si ce n'est pour eux-mêmes. Parce que nous avons vu que durant les dernières années, surtout les 3 dernières années, la migration illégale ne s'arrête plus ou ne se limite plus aux jeunes, chômeurs ou essentiellement, mais de plus en plus de familles, de plus en plus de mineurs, de plus en plus de femmes. Et quand on dit des familles, c'était parfois, on a vu plusieurs exemples, et on le voit sur, je veux dire, c'est public, je veux dire, tout le monde le voit. Parfois, on voit des familles dont le chef de ménage, il part avec sa propre famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, mais aussi avec ses parents. Parce que ça, parfois, il y a beaucoup de gens qui sont, quand ils sont installés à l'étranger, parfois, leurs parents, quand ils restent dans le pays, ils ont besoin d'eux, ils sont obligés de rentrer. Alors maintenant, la stratégie, on l'a vu dans plusieurs cas. Bon, c'est des cas, bien sûr, c'est pas des milliers de cas, mais peut-être des dizaines, des centaines de cas, où on voit que la stratégie familiale, c'est un départ de toute la famille, la grande famille, les parents, le chef de famille avec sa propre famille nucléaire, ils partent ensemble et parfois ils louent des barques et ils louent les services d'un pêcheur, d'un marin pour arriver à Lampedusa. Tout cela nous amène à dire que, je veux dire, cette situation de multicrise en Tunisie contribue à l'intensification des migrations irrégulières. Si on ajoute à cela les migrants qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire surtout les subsahariens. À un certain moment, c'était les Syriens qui arrivaient d'Algérie, par l'Algérie, qui arrivaient par la Libye, pendant la crise, le summum de la crise, le paroxysme de la crise, c'est-à-dire 2014, 2015, 2016, 2018. Mais maintenant, c'est essentiellement des subsahariens. Par exemple, si on prend l'année 2023, l'année 2023, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est une référence, dans la mesure où vous avez 97 000 personnes qui sont arrivées de manière irrégulière, qui ont traversé la Tunisie de manière irrégulière vers Lampedusa et les côtes italiennes. 97 000. En une année, 2023, sur ces 97 000, il y a à peu près 17 000 et quelques Tunisiens, moins de 18 000. 20 000 Guinéens, 15 000 Ivoiriens, 45 000 ressortissants d'autres nationalités, dont la majorité sont des subsahariens. 45 000. Ça, on n'est jamais arrivé à ce point-là. Et de l'autre côté, vous avez à peu près 60 ou 60 000 qui ont été interceptés ou assistés en mer et qui ont été retournés en Tunisie par l'intermédiaire des gardes-côtes et de la marine tunisienne. Donc, en fin de compte, c'est-à-dire nous avons à peu près 160 ou 160 000 migrants, essentiellement non tunisiens, qui ont traversé, enfin qui sont partis de Tunisie de manière régulière. 97 000 sont arrivés, 60 ou 65 000 ont été interceptés ou sauvés en mer. Donc c'est pour dire qu'on n'a jamais atteint ce chiffre, ce qui démontre que les causes profondes de la migration vont au-delà de la Tunisie, et dans ce cas-là, on voit que la Tunisie devient une victime, puisque ces gens-là viennent d'Algérie, ils fuient l'Algérie, parce que l'Algérie adopte une politique d'expulsion très dure contre les subsahariens, comme l'Algérie et la Libye ont des frontières terrestres avec les pays d'Afrique subsaharienne, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie. Donc ils expulsent l'Algérie et la Libye, elles expulsent ces migrants dès qu'elles les trouvent sur le territoire, vers de l'autre côté de la frontière, vers le désert nigérien, malien, tchadien, etc. Ce qui n'est pas le cas de la Tunisie. La Tunisie n'a pas de frontière terrestre avec ces pays subsahariens, donc ou bien ils restent en Tunisie, ou bien ils sont déportés, ils sont, ramenés vers les frontières désertiques et ils sont, ils sont abandonnés aux frontières dans l'immense land
désertique entre d'un côté la Tunisie et l'Algérie et d'un côté les frontières terrestres et désertiques entre la Libye et l'Algérie. Mais on reviendra peut-être à la fin de l'entretien sur ce contexte de déportation. Donc, pour vous dire que, je veux dire, les causes profondes ne sont pas uniquement tunisiennes, les causes profondes ne sont pas au niveau du Maghreb uniquement, c'est un contexte global où nous avons des push factors, c'est-à-dire nous avons des facteurs qui poussent les migrants à partir, les migrants subsahariens qui viennent en Tunisie, par l'Algérie ou par la Libye, sont des gens qui ont fui leur pays. Nous avons l'insécurité, le terrorisme, nous avons des attaques contre les communautés rurales au Burkina Faso, au Mali, au Nigeria, au Niger. Et donc tout cela contribue. Nous avons la guerre au Soudan, nous avons, je veux dire, les causes de je veux dire, le sous-développement structurel. Ça, c'est un facteur structurel, mais qui continue à alimenter les flux migratoires. Et puis nous avons un autre facteur qui est le changement climatique, la désertification, l'appauvrissement des communautés rurales. Tout cela contribue à alimenter les flux migratoires vers l'Afrique du Nord. Et dans ce cas, la Tunisie, comme étant la plus proche de l'Italie, elle devient la porte, la plateforme de départ, grâce, je veux dire, à cause, comme tout à l'heure on va revenir, des réseaux de trafic de migrants et de traite qui vont chercher les migrants, chercher les communautés, cherchant les gens qui cherchent à partir en Afrique subsaharienne, dans les pays d'Afrique subsaharienne, pour les amener étape vers l'Afrique du Nord, avec l'espoir, bien sûr. Et ceci, bien sûr, nous avons de l'autre côté une politique de fermeté des frontières sur laquelle nous reviendrons, bien sûr, après. Donc, comme conséquence justement de ces pressions, aussi, comme je dis tout à l'heure, de cette logique d'externalisation et de contrôle des migrations pour, en même temps, je veux dire, lutter contre les réseaux de trafic de migrants, parce qu'il ne faut pas oublier, dont j'ai parlé tout à l'heure, de départ vers Lampedusa et vers les côtes italiennes, nous avons vu 160 000. Ce n'est pas seulement le fait des migrants, c'est surtout les trafics, je veux dire les réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains qui sont à l'origine de cette flambée de départ. Et le résultat, c'est je veux dire, la Tunisie et les migrants sont victimes de cette situation. Et après, pour justement lutter contre ces migrations irrégulières et contre ces réseaux, de nouveau, ce sont les migrants qui sont les premières victimes. Puisque qu'est-ce qu'ils font je veux dire, les gouvernements de la Tunisie dans ce cas-là? On a vu plusieurs arrestations de réseaux, aussi bien tunisiens que subsahariens, qui font partir des migrants, donc qui font du trafic de migrants. Mais en même temps, les migrants qui sont victimes de ces réseaux sont eux-mêmes victimes de politiques de déportation et d'expulsion vers les frontières. Et les autorités tunisiennes, par exemple, et même comme algériennes, libyennes, elles te disent, nous, je veux dire, nos déportations qui sont arrivés par terre. Par exemple, la Tunisie, l'argument officiellement, je veux dire, développé, c'est que nous expulsons vers les frontières les gens qui sont arrivés de manière irrégulière par les frontières terrestres. Et le résultat, c'est que petit à petit, nous assistons à une défaillance et un grand déficit de protection de ces migrants qui sont quand même, font partie des standards, des engagements de la Tunisie et des pays tiers en général. Ils sont engagés pour protéger les personnes vulnérables, comme vous voyez les ODD par exemple, ou même dans le pacte de 2018, pacte sur l'immigration et le pacte sur l'asile, ne laissez personne sur le trottoir, ne laissez don't leave behind, voilà, donc c'est-à-dire ne laisser personne derrière. Et le résultat, c'est que ça aboutit au contraire à ça, c'est-à-dire que malgré ces engagements des pays tiers pour protéger les personnes vulnérables, qu'elles soient nationales, enfin,
ressortissants de ces pays ou non, le résultat c'est que ces politiques je veux dire, cette situation, ce contexte de durcissement et de répression et de criminalisation des migrants aboutit à ce que les migrants restent, ce sont les premières victimes des réseaux, elles sont les premières victimes déjà des conditions, je veux dire, du contexte migratoire, le contexte politique, environnemental de départ, après victimes des réseaux de trafic de migrants et après victimes des États tiers. Donc ils sont triplement victimes. Et je crois que les pays tiers, comme la Tunisie, ne peuvent pas rester seuls. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'appelle à ce qu'il y ait quand même, je veux dire, des politiques et une coopération avec des organisations internationales comme l'OIM ou l'OCR qui doivent un peu se détacher des logiques, je veux dire, où elles collent trop aux logiques politiques des États ou des gouvernements pour prendre un peu de recul et pour assurer un minimum de protection en aidant les pays, je veux dire, mettre en place des systèmes d'accueil, des systèmes de protection qui permettent, je veux dire, aux migrants d'être protégés sans pour autant chercher à les installer comme le soupçonnent certains discours, certaines théories sur le remplacement et sur le complotisme et sur ce qu'ils disent, les menaces aux identités nationales dans les États de transit ou d'immigration des subsahariens. Je veux dire, cette politique d'externalisation s'est traduite par des accords, des mémorandums, des réunions, des négociations politiques pour amener les pays tiers, comme la Tunisie, dans ce je veux dire, à contrôler ses frontières et ne plus laisser partir des gens. En fait, je veux dire, le but, peut-être même dit, c'est qu'il y ait le moins de contenir et de garder les populations en Afrique du Nord, en Tunisie, dans ce cas-là. Alors, l'une des questions qui se pose, c'est pourquoi à l'échelle globale et à l'échelle mondiale, il y a un durcissement, bien qu'il y a eu le pacte sur la migration, le pacte sur l'asile qui ont été adoptés en 2018, mais dans la réalité, au niveau des politiques des États, partout, et surtout dans les pays ou dans les régions de destination comme l'Union européenne, l'Europe en général, les pays du Golfe, il y a un durcissement des conditions d'entrée, donc un durcissement du régime des frontières. Et ce régime des frontières, c'est un régime répressif, c'est un régime qui ne prend pas assez en compte, il y a des degrés, mais pas assez en compte la dignité humaine, la protection nécessaire à des populations, à des individus, à des catégories de migrants qui sont les mineurs, les familles, les personnes âgées, les gens qui fuient les pays, donc ce sont les demandeurs d'asile. Tout cela, on ne prend pas en compte leur dignité et leurs droits et la nécessité de les protéger. Alors, ça se traduit, comme j'ai dit, par ce régime de frontières qui se durcit. Au fond, est lié aussi à une montée des politiques extrémistes de la haine de l'étranger, de la xénophobie, du souverainisme, du populisme que nous avons vu partout. Je veux dire, si on revient à la deuxième décennie du siècle en cours, donc 2020, durant la décennie 2010-2020, nous avons vu Trump qui a pris le pouvoir aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, Modi qui est toujours au pouvoir et qui a, depuis qu'il est là, il me semble depuis 10 ans au moins, il a appliqué une politique nationaliste.
je veux dire, xénophobes et souverainistes hindou, je veux dire, de nationalisme hindou. Et je dirais que la Tunisie et plusieurs pays d'Afrique du Nord, comme des pays d'Afrique au sud du Sahara, même avec avec les coups d'État qui sont passés en 2000, enfin cette année, en 2020, oui, 2023-2024, durant les 2 dernières années, vague globale de crispation identitaire, de souverainisme. Quand on dit souverainisme, c'est un peu, en quelque sorte, se protéger ou refuser l'ouverture à l'autre et surtout considérer que tout ce qui est étranger participe à un complot, participe à une volonté de remplacement de la population, participe à une volonté d'atteinte à la. Et donc ça, moi, il me semble que ce que nous avons vu en Tunisie, ce que nous voyons en Afrique du Nord, participe à cette vague je veux dire, de xénophobie. Et en Europe, et on l'a vu ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, où on a vu, je veux dire, par exemple, en Hollande, ce sont je veux dire, c'est la droite et l'extrême droite. Enfin, le premier groupe, c'était on l'a vu, en Hongrie depuis longtemps, en Italie en octobre 2022. C'est Meloni et donc Fratelli Italia qui sont arrivés, qui ont eu, je veux dire, leur premier cadre de logique politique, c'était la lutte contre l'immigration irrégulière. Et que l'Italie travaille de très près avec la Tunisie et la Libye pour contenir ces migrations. Donc la question qui se pose par rapport à des pays comme la Tunisie ou la Libye, jusqu'à quel étant que faisons-nous pour protéger nos intérêts nationaux par rapport aux politiques européennes. Je veux dire, les Européens ont leurs intérêts, mais quid de nos intérêts? Ceci dit, ne veut pas dire que, je veux dire, nous sommes que les régimes des pays tiers sont vendus, parce que nous voyons que aussi bien la Tunisie que la Libye, l'Égypte, le Maroc jouent beaucoup de cette question migratoire pour faire pression sur aussi l'Union européenne. Il y a une sorte de résistance pour ne pas lâcher tout. Mais en même temps, je veux dire, un pays comme la Tunisie qui est dans une situation financière délicate a besoin du soutien et du financement européen. Et c'est pour ça que, je veux dire, c'est vraiment un bras de fer au quotidien que nous voyons entre, d'un côté, je veux dire, qui fonctionne selon une logique je veux dire, de politiste pour gagner les opinions publiques. Et nous voyons que les élections qui sont passées hier, nous sommes le 8 juillet, le 7 juillet, a vu quand même si l'extrême droite française n'est pas arrivée, n'est que la troisième force, ils ont le plus grand groupe au nouveau Parlement. La même chose en Italie, la même chose même en Allemagne, je veux dire, le parti d'extrême droite gagne du terrain. Donc on peut dire que cette politique d'externalisation n'est pas étrangère à la volonté des partis politiques et des hommes politiques, enfin des élites politiques en Europe, de satisfaire en fait une partie de l'opinion publique qui se ferme et qui se renferme dans une logique identitaire et de haine de l'étranger et de refus de la migration et des migrants en général, surtout venant des pays musulmans.